Il y a un mec qui m'a dit, c'est ce que j'adore dans Silicon Carnet, c'est que vous parlez de trucs super. En fait, c'est des trucs super intéressants, mais on dirait que vous en avez rien à foutre. J'ai dit, c'est pas mal qu'on fait quand même. J'ai rien compris. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir Stéphanie Tramichak en direct de San Francisco. Et il fait beau à San Francisco. Salut Stéphanie. Angie Ismail en direct de Miami. Et on a un invité cette semaine, c'est Arnaud Auger qui lui aussi est en direct de San Francisco. Il a été à South by Southwest et il vient nous raconter son voyage au Texas. On va en parler ensemble. C'était super intéressant. On en a déjà parlé tous les deux. Et puis je t'ai dit, viens en parler dans Silicon Carnet parce que tu nous reviens avec plein d'idées, plein de concepts. En tout cas, bienvenue à tous les trois dans Silicon Carnet cette semaine. Il y a plein de choses à raconter. Il s'est passé plein de choses. Il y a du rififi dans le monde de l'IA. On en parle. Il y a aussi ce lancement de ChatGPT 5 qui serait imminent. Enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas, on en parle beaucoup ici dans la Silicon Carnet. On va revenir là-dessus cette semaine. Et puis donc oui, on va parler de South by Southwest et on va parler aussi de WorldCoin. Moi, j'étais passé complètement à côté de cette histoire-là. Je m'y suis intéressé parce qu'en fait, je crois Stéphanie et Angie, vous en avez parlé plusieurs fois dans cette émission. Vous avez évoqué ce projet WorldCoin. Je m'étais jamais penché sur le truc. Bah, je l'ai fait. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Il y a des trucs assez intéressants derrière cette société dont on va parler cette semaine en fin d'émission. Go yourself. Alors tout le monde ne parle que de ça dans la Silicon Valley. OpenAI serait sur le point de lancer ChatGPT 5. En tout cas, c'est ce qui se raconte. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le projet était initialement prévu pour fin 2024, mais il y a des rumeurs. On ne parle que de ça ici. Il y a plein de conversations sur Twitter. Et puis il y a cette fameuse interview de Sam Altman avec Lex Fridman qui a eu lieu ce lundi. Qui laisse penser que les choses pourraient arriver plus vite que prévu. C'est vrai que aujourd'hui le rythme dans le secteur de l'IA il est effréné et puis OpenAI il est plus tout seul à marquer le rythme. Et il s'est passé plein de choses. On a eu plein d'annonces ces dernières semaines. On a eu Claude 3. Je crois que Stéphanie t'as essayé toi un petit peu Claude. Claude, je l'utilise. J'ai aussi essayé Pi cette semaine beaucoup, avant en fait qu'il y ait les annonces. Mais ouais. Donc il y a Claude 3 qui est sorti, qui est assez intéressant. Bon, bien évidemment, on en a parlé dans Silicon Carnet. Il y a Mistral qui a lancé Mistral Large, avec un lancement qui a été plutôt réussi. Puis il y a Gemini qui, lui, en revanche, a complètement raté son lancement. Et puis il y a Musk, ce week-end, le week-end dernier, qui a annoncé aussi qu'il rendait Grok, son AI chatbot open source. Donc on voit bien dans quel camp il essaye de se situer. Il cherche à rattraper son retard. Elon Musk, Angie, tu penses que il est toujours vexé? Ouais, je pense que au sommet. C'est ça. Il est toujours pas dans le débat et du coup il se dit comment je me recentre dans le débat, comment je fais parler de moi. Et puis je crois que Grok est pas terrible. En vrai, les perfs elles sont pas ouf. Donc le fait d'open sourcer, il y a peut-être moyen d'attirer des devs, de recréer quelque chose avec ça et de le remettre au milieu du débat. Ouais, et d'améliorer le produit qui effectivement les feedbacks sont pas super. Pas terrible. Et alors là, il y a une news alerte. Il s'est passé un truc. Alors on arrête tout parce que ça s'est passé hier et que tout le monde ne fait qu'en parler aussi. C'est du côté de Microsoft où vraiment on se rend compte que tous les coups sont permis du côté de Microsoft. Alors on les connaît parce qu'ils sont, même s'ils ont pas leur propre produit, à part peut-être Copilot chez eux, mais ils font plein de deals avec plein de startups. On en a parlé la semaine dernière avec le deal qu'ils ont fait avec OpenAI. Ils ont phagocyté un deal avec Mistral à la barbe de notre leader suprême Thierry Breton. Et cette semaine, ils se sont attaqués à Inflection. Alors l'histoire, elle est à tomber par terre. Écoutez bien parce que vous allez pas en croire vos oreilles.
Inflection, c'est une boîte de IA qui a été créée par Mustafa Suleyman. C'est pas n'importe qui. Mustafa, d'abord c'est un Anglais qui est cofondateur de DeepMind, qui a été revendu à Google en 2014. Et d'ailleurs, c'est un personnage dans la Silicon Valley. En 2016, il avait été accusé chez Google d'harcèlement. Il a d'ailleurs été mis un petit peu au placard. Il quittera d'ailleurs Google en 2022 pour rejoindre un fonds d'investissement ici dans la Silicon Valley très connu qui s'appelle Greylock, où Reid Hoffman, l'ancien le cofondateur de LinkedIn, est un des general partners. Alors il quittera Google en fanfare. D'ailleurs, il dira que Google c'est une trop grosse boîte, que la culture est super toxique, qu'on peut rien faire dans des boîtes aussi grosses. Et il va créer une nouvelle société qui s'appelle Inflection AI. Et il lèvera d'abord 225 millions, ça c'est son petit seed round à lui, quoi. Et puis plus tard 1,3 milliard de dollars, c'était il y a 9 mois, quelque chose comme ça. Et ils vont lancer un assistant AI qui s'appelle Inflection Pi, PI, en 2023, qui sera pas top. Les retours quand c'est sorti étaient pas bon. C'est vrai qu'ils arrivaient après ChatGPT 4 et ChatGPT 3. Donc les retours étaient pas super positifs. Et alors, hier, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre que Mustafa Suleyman et sa cofondatrice Karen Simonian, elle aussi qui était une ex de DeepMind, annonçaient qu'ils quittaient leur propre boîte. Alors ça, c'est formidable, pour rejoindre, devinez qui? Microsoft. Et alors une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Microsoft, dans ce tour-là de 1,3 milliard de dollars, était un des principaux investisseurs dans Inflection. Alors bon, alors ça balance dans la Silicon Valley depuis l'annonce hier. Mais alors ça, moi j'avais jamais encore vu ça, c'est-à-dire que des entrepreneurs qui créent leur boîte, qui lèvent 1,5 milliard de dollars et qui quittent leur propre boîte pour rejoindre un Microsoft. Mais t'as le droit de faire ça. Tu peux pas te faire attaquer par ton board. Mais apparemment, ce qui est très drôle dans cette histoire-là, c'est que le board supporte presque la décision. Quand on regarde en fait l'annonce officielle de Inflection, ils sont là, on souhaite bonne chance à Mustafa et j'espère que ça va bien se passer chez Microsoft, la boîte tout va bien. Même Reid Hoffman a eu un post plutôt positif, donc ce que ça veut dire, Stéphanie, c'est que certainement qu'il y a eu un accord là entre, parce que sinon le board et la boîte gueuleraient quoi en fait. Mais là ils gueulent pas. Le board a été arrosé dans le deal, oui. C'est-à-dire que du coup ils ont les différents actionnaires ont eu sûrement une compensation pour ne pas être trop mécontents de ce move-là. C'est un peu n'importe quoi. Vous avez pas l'impression que c'est un peu n'importe quoi en ce moment le monde de l'IA dans la Silicon Valley? Moi ça me rappelle énormément le début des années Internet, quoi, dans les années 90, où on avait ce genre d'histoire. C'est la jungle, hein, avec Mustafa notamment, qui est le roi de la jungle, mais oui, je pense que c'est la jungle, mais du coup, faut avouer que Microsoft est quand même assez agressif, et je trouve que c'est quand même à noter parce que mine de rien, avec le web, Microsoft c'était plus un cool kid justement. C'était justement les Google, les Facebook, alors que historiquement ils avaient eu la bataille avec Apple. Au point où on parlait des GAFA et on a rajouté parfois le M de Microsoft, mais ils étaient quand même loin derrière. Et là avec les AI, en fait, ils ont une stratégie de diversification, ils sont partout, ils vont avec tous les acteurs, mais ils sont très très bullish, très ambitieux, et ils sont quand même en train de peut-être gagner une bonne partie des premières batailles sur les AI. Donc, c'est quand même à noter ce comeback. Ouais, je pense qu'on revient, quoi. Moi, ça me fait penser à la série qui était sur les débuts d'HP Compact. Cette série, comment elle s'appelait, qui était super bien. Et en fait, il y avait quand même tout le temps des coups foireux faits derrière pour gagner des parts de marché, pour gagner des employés critiques, etc. Et on revient, en fait, on était quand même dans un entrepreneuriat un peu de plutôt bisounours jusqu'à bisounours. Et là, on revient sur des manières de gérer des boîtes ou de grossir, de prendre des parts de marché de manière beaucoup plus agressive. Et en fait, Microsoft, je suis pas tellement d'accord avec ton analyse, Arnaud.
Oh, oui, les GAFAM, parce que réseaux sociaux, etc. Mais Microsoft, dans le gaming, alors on parle des GDC en ce moment, dans le gaming, ils sont énormes. Ils sont très bien, en fait, à gérer leurs coûts avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites. Et ils sont en train de le faire aussi avec l'AI, super bien. Et là, je suis d'accord avec toi, super bien positionnés sur l'AI. Après, il y a des coups qui se passent, mais c'est pas forcément eux qui déclenchent ces petits coups là de derrière les fagots. C'est peut-être aussi parce que tu as des entrepreneurs comme Mustapha qui veulent être des stars. Ils sentent que son produit marche pas bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une boîte qui n'était pas la boîte? Bah, tu pars ailleurs. Bah, il l'a juste fait avec sa propre boîte. Il est parti ailleurs, aller prendre plus de cash ailleurs et plus de succès ailleurs. Ouais, moi je rajouterais, d'ailleurs c'est un point qui est soulevé dans l'article de TechCrunch, mais qui fait le parallèle avec l'épisode qu'on avait commenté du revirement du board d'OpenAI qui avait viré Sam Altman, et Sam Altman donc qui était pendant 48 heures, il avait été à la fois ex-CEO et futur employé d'OpenAI, et je pense qu'en effet Microsoft... Non, futur employé de Microsoft. De Microsoft, ouais, c'est ça. Il a été ex-CEO d'OpenAI pendant 24 heures, employé futur de Microsoft parce qu'ils avaient fait le move pour le faire venir. Je pense que Microsoft est aux aguets sur tout ce qui va bouger, parce que eux, 1,5 milliard, c'est une équipe de 20 personnes dans la baie qui va se louper sur les projets. De toute façon, on le sait, hein, dans les corporates, il y a plusieurs projets qui sont lancés en parallèle. S'il faut en killer un, eh ben il le kill, comme a fait Apple avec son projet de voiture il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, ça me fait penser que les méga rounds auxquels on assiste dans l'IA, Mistral en est un exemple, et puis il y en a plusieurs. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses de ce type-là, avec des fins pas très startup friendly, on va dire. Ouais. Donc, à suivre. Une explication, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi, Angie. Je pense que là, ce qu'on voit sur Inflection, c'est ce qui aurait pu se produire chez OpenAI. On a été à deux doigts de voir ça se produire chez OpenAI, et t'as raison de repréciser. D'ailleurs, on avait fait une émission à ce sujet-là où on avait bien expliqué ça, où on vantait la main secrète de Microsoft derrière cette opération d'OpenAI. Et là, on voit que voilà ce qui aurait pu se passer pour OpenAI. Ça s'est pas passé, parce que je pense que le Sam Altman, il a senti aussi le coup venir. Il a pu reprendre le pouvoir chez OpenAI. Ici, chez Inflection, ça s'est passé... Et je pense qu'il y a un pattern chez Microsoft, ça c'est clair, et qu'on a un Microsoft qui est super aux aguets. Alors, une des explications, c'est que effectivement, comme dit Stéphanie, ils se sont rendus compte qu'ils y arrivaient pas, quoi. C'est-à-dire que même avec tout l'argent du monde, 1,5 milliard, c'est pas rien. Ça suffisait pas. Ça demandait trop de talent. Et les talents sont pas disponibles, hein. Il y a 800 personnes qui bossent chez OpenAI, donc et OpenAI fait des offres aujourd'hui sur le marché qui sont juste hallucinantes pour récupérer les talents. Ça demande aussi beaucoup d'argent en termes de CPU et de CGU, et puis il se raconte aussi qu'il n'y a pas d'exit sur le marché, c'est-à-dire que quand tu as levé 1,5 milliard comme ça, comme Inflection, et que ça marche pas, faire un acquire avec une valorisation à 4 milliards, lève-toi tôt le matin, quoi, hein, parce que c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont essayé de dire, OK, on peut pas vendre la boîte, on va pas y arriver, y a personne pour nous racheter, on fait un acquire, et puis c'est pas possible, quoi, parce que la valorisation est trop haute. Du coup, ils ont laissé partir les cofondateurs avec un earn-out. Moi, je pense que c'est ça ce qui s'est passé. C'est un problème d'entrepreneur aussi. Sam Altman, il est très bon. Il a été chez YC, c'est vraiment un entrepreneur, il sait en fait gérer une boîte, il sait délivrer. Et quand tu viens de Google, quand tu viens de DeepMind, ils se plaignaient qu'ils ne peuvent pas délivrer chez un Google, mais en fait savoir délivrer, savoir shipper du software et du produit surtout, c'est hyper compliqué. Et je pense que le Mustapha, il était pas bon, quoi. Il avait pas la bonne équipe pour ça, ou il y avait un truc là, c'est que leur produit, la promesse et la vision étaient bonnes, elle était différenciante par rapport aux autres LLM. Il faisait pas un LLM pour un LLM, c'est la personal AI qui gardait le contexte de tout ce que tu lui dis, de ta vie, donc qui s'améliorait au fur et à mesure que tu lui parlais. Sauf que ça marchait pas. Ça marchait pas parce que c'est pas un mec produit. Et il avait pas la bonne équipe autour de lui, et je pense que c'est un problème plus d'entrepreneur. D'abord que de savoir-faire, de délivrer des produits et de créer quelque chose. Oui, moi je rajouterais aussi, il y a un problème de timing, puis ça amorce un peu la transition sur le lancement GPT-5. C'est tellement difficile de venir après ChatGPT, qui a trouvé à la fois un modèle, bon le modèle est excellent, ça reste
Aujourd'hui, OpenAI, c'est ce qui se fait de mieux. Mais ils ont trouvé un go-to-market avec ChatGPT qui a rendu accro des centaines de millions d'utilisateurs qui l'utilisent tous les jours. Alors, il y en a plein qui disent moi, je l'utilise pas, c'est pas assez performant, c'est pas assez machin. Mais la réalité, c'est que ChatGPT a imposé un format d'accès au modèle qui fait que toutes les autres tous les autres lancements de boîtes qui veulent s'y mettre, ils sont comparés à ChatGPT. Et c'est très dur. Et on le voit avec Bard, on le voit même avec Copilot de Microsoft qui est basé sur GPT, mais qui est une expérience différente. Et en fait, c'est très difficile de courir après la première place que s'est faite OpenAI. Ouais. D'ailleurs, on va en parler parce que Sam Altman, il en parle de ça dans son interview avec Lex Fridman. Restons un petit peu sur Inflection. Il y a aussi j'ai lu des analyses très intéressantes qui disent aussi que alors bien évidemment ça marchait pas, ils ont essayé de trouver une exit, ils s'y sont pas arrivés, donc c'est une sorte de gros acquire, on sait pas trop le deal qui s'est signé pour satisfaire les investisseurs qui visiblement semblent satisfaits du deal. Il y a une autre explication, c'est que c'est la réglementation. Vous savez que c'est un sujet que j'adore, hein, mais que la réglementation, que soit à la FTC ou auprès de la Commission européenne, est devenue tellement drastique que c'est impossible pour des grosses boîtes comme Microsoft aujourd'hui de faire des acquisitions. Donc là, ce qui est intéressant de regarder, c'est que, et c'est pour ça que d'ailleurs Inflection, la boîte continue d'exister. Ils ont un nouveau CEO, ils continuent d'opérer, parce qu'en fait, Microsoft a fait l'acquisition des talents. Parce que c'est pas simplement les deux cofondateurs, il y a aussi une grosse partie des équipes d'Inflection qui vont rejoindre l'équipe de Microsoft, mais pas de l'IP. Et donc, en ne faisant pas l'acquisition de l'IP, il passe au travers de la FTC, puisqu'il n'y aura pas d'enquête de la FTC pour savoir si l'acquisition est conforme aux règles commerciales. Donc ça, c'est assez intéressant, et ça, c'est un signal très intéressant aussi pour tous ceux qui veulent réguler, en fait, ce monde-là. Attention, parce que d'abord, ces grosses boîtes savent naviguer entre les mailles du filet. Et puis, deuxièmement, on voit que trop de régulation, ça peut aussi tuer le business, l'écosystème, les exits, etc. Et on a besoin de faire des exits. On sait qu'on n'a pas d'exit en Europe, par exemple. Et aux États-Unis, ça devient de plus en plus difficile de faire des exits avec ces grosses boîtes. Vous y croyez à ça? Tout ce montage-là, en fait, c'est pas une énorme manipulation de Microsoft, c'est juste que légalement, c'est compliqué et qu'ils étaient obligés de faire un montage comme ça pour sauver finalement ce qui pouvait être sauvé de chez Inflection. Mais surtout, en fait, ça montre que le vrai actif de ces boîtes d'AI, c'est l'humain. En fait, c'est ces personnes qui sont capables, parce que ça va tellement vite qu'il faut recréer. Donc, s'ils ont déjà créé, c'est limite déjà obsolète, ou comme disait Stéphanie, c'était même déjà pas assez bon. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est le capital humain, et il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de créer ce type de produits, de solutions. Et donc, en effet, comme tu dis, ça peut permettre de bypasser les modèles classiques de M&A, puisque finalement, là, c'est juste du débauchage humain. Je crois qu'aussi, il y a un deal de licensing entre Microsoft et Inflection qui, du coup, peut-être compensé pour les actionnaires. Mais voilà, en effet, ça montre que... Arnaud, là, t'as raison là-dessus. Le deal de licensing, c'est clair. Hein. Moi, ce que je pense qui s'est passé, c'est que pourquoi la boîte existe toujours pour pouvoir facturer. Parce que je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Inflection va facturer de la licence à Microsoft, ce qui va générer du chiffre d'affaires, et que comme ils se sont débarrassés d'une grande partie des équipes, les coûts vont baisser, donc ils vont pouvoir sortir du résultat, et que c'est ce résultat qui va être reversé ensuite aux actionnaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que les actionnaires gueulent pas trop sur le deal. Et je pense effectivement qu'il y a un truc comme ça, ouais. Effectivement. Mais on est d'accord, c'est du n'importe quoi, ça devrait pas se passer comme ça, quoi. Là, le monde change, en fait. J'ai l'impression qu'avec le fail de l'acquisition de Figma par Adobe, t'as une réalisation que finalement les acquisitions et les exits on est en train de changer. T'avais Ryan Hoover, Product Hunt, qui avait fait un très bon article sur le fait que tout changeait et qu'il préférait maintenant investir dans des LLC, quoi. Tout est en train de changer. L'AI est en train de changer pas simplement notre productivité et tous les métiers, mais beaucoup plus de choses. Comment tu construis une boîte? C'est une personne, le 1 billion, one person business. Quoi, il y a tellement de choses. Et les exits, et ça modifie notamment même le les modèle des VC, le modèle des exits et des VC est en train de complètement changer notamment sur les exits. Il y a un pattern aussi super intéressant du côté de Microsoft, on en parle, moi je l'observe, je sais pas, hein, je sais pas si vous me rejoignez là-dessus.
mais ils ont compris qu'en fait que les développer des LLM ça coûtait super cher en termes de GPU. Et d'ailleurs on les sent, hein, ils sont toujours là à proposer. Ah non mais il y a pas de problème, nous on va vous apporter Azure, il y a pas de souci. On sait que ça coûte beaucoup d'argent, donc on va vous donner tout un tas de crédits Azure. Ils l'ont fait avec OpenAI, ils sont certainement en train de le faire maintenant avec Mistral. Ils l'ont fait avec Inflection puisque c'était les principaux actionnaires chez Inflection. Ils font aussi miroiter tout un tas de deal business. Mais c'est un peu une méthode de dealer de coke, hein, cette histoire-là. C'est-à-dire, grosso modo, c'est je te donne des trucs gratos, t'inquiète pas, vas-y, machin, rien. Et puis dès que la startup trébuche, boum, ils sautent dessus. Et là, ils s'en emparent. On l'a vu sur OpenAI, ils ont fait développer il y a cette for profit. On sait maintenant que ils sont certes minority owner, mais c'est certainement aux alentours de 40-50%, quoi. En tout cas moins de 50, mais entre 40 et 49. Donc il y a quand même une manière assez sauvage d'aller phagocyter en fait ces startups. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pattern là? C'est une stratégie et les équipes de M&A de Microsoft ont affûté les couteaux? Ouais, moi je pense que ils voient l'opportunité, que ça soit Microsoft ou Google, voient l'opportunité d'une croissance très très forte sur leur product cloud, récupérer des parts de marché à AWS, donc à Amazon, qui est pas du tout présent aujourd'hui sur l'IA. Enfin, ils ont lancé un LLM qui a pas trop marché. Et en effet, en équipant que ça soit tout l'écosystème, hein, toutes les startups, les entreprises, etc., ils se disent si on est en place ici, même si c'est à perte. Donc en donnant du crédit, en donnant du hosting, etc. Ça nous permettra de gagner énormément par la suite quand tout le monde va vouloir faire tourner les applications IA. Au lieu que ça tourne chez Amazon, ça va tourner sur Azure. Donc ouais, clairement nous on le voit dans l'écosystème Y Combinator. Le dernier deal de Microsoft, c'était de pouvoir faire tourner, de pouvoir utiliser 100 Nvidia H100. Qui sont les dernières, enfin pas les dernières de cette semaine, mais l'avant-dernière génération. Voilà, avant-dernière génération, et qui est quelque chose d'ultra rare à aller chercher pour une startup et qui doit leur coûter un pognon fou, quoi. Enfin, si vous faites un deal avec Microsoft, si vous faites un partenariat avec Microsoft et que vous êtes dans le monde de l'IA, c'est peut-être le baiser de la mort. En tout cas, faites très gaffe. Moi, je serais Mistral qui vient de signer ce deal avec Microsoft, même s'ils ont pris peu d'actions dans Mistral, visiblement. Même pas du tout puisque c'est des convertible notes. Je ferai gaffe parce qu'après cet épisode de Inflection, on voit qu'ils sont aux aguets. C'est un peu Cookie Monster, hein, Microsoft en ce moment. Ils dévorent tout ce qu'ils trouvent. En gros, il y a un adage dans la Silicon Valley, c'est que quand tu peux build, tu build, et quand tu peux pas build, bah tu bouffes les autres, quoi. En fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer. The time has come for this cookie. Nom, 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 nom. Oh, nom, 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 nom. Ah. Bye bye. Revenons à ChatGPT 5. Petit tour de table, on en a beaucoup parlé dans la Silicon Valley cette semaine. Votre avis, ChatGPT 5, c'est pour maintenant ou en fait c'est que du bluff cette histoire-là, Stéphanie? Je pense, moi j'utilise quotidiennement ChatGPT 4, et je trouve en fait qu'il se dégrade. Donc il y a eu une amélioration, tu sais, c'était parti, il était feignant, puis ils ont résolu le problème, mais maintenant en fait il est moins bon, il est moins pertinent dans ses réponses. Alors peut-être que je m'améliore aussi à lui poser des questions, à aller plus loin. Ou peut-être que toi tu deviens plus exigeante. Hein. Peut-être, mais je trouve qu'il se dégrade. Hein. Il reste un petit peu feignant. Quand il y a toujours une demande, est-ce que tu veux vraiment continuer? Oui, je veux continuer. Et en fait, je me demande si c'est pas de l'obsolescence programmée. Tu sais, dans la tech, il y a toujours cette notion qui n'est pas en fait une notion machiavélique. Tu vois, je travaillais dans les téléphones mobiles, bon, il y a bien longtemps, mais il n'y avait pas de programmation obsolescence. Tu achetais juste des équipements, des devices ou du matériau pour au moins tes 2 ans de garantie. Donc c'est dans ton choix de matériel que tu faisais ce choix. C'est pas programmé au sens où tu voulais que à la fin de ta garantie le truc il craque. Mais il y a une réalité de cette obsolescence programmée. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver vers là pour arriver vers un ChatGPT 5, que le marché switch vers le 5? Parce que pour l'instant, il y a plein de gens qui disent, moi, 3.5, ça me suffit, c'est gratuit, il passe pas au 4. Donc c'est du manque à gagner. Donc le passage, forcer le passage au 5. Et puis je pense que toutes les annonces qui se font sur Sora en ce moment,
C'est aussi pour montrer que Sora, ça va tout révolutionner, ça va être dans ChatGPT 5, et c'est pour ça que tout le monde doit migrer sur ChatGPT 5. Et donc le timing, je pense que le fait de sortir et d'annoncer en fait Sora, de montrer les vidéos, ça c'est une tactique pré-lancement, c'est un go-to-market pour ChatGPT 5. Après, ce que je me dis, enfin, il y a plusieurs choses dans la stratégie de lancement où je rejoins Stéphanie. C'est que maintenant, OpenAI est dans la position du chasseur, en fait. Ils sont premiers, ils ont l'expérience. Alors oui, il y a peut-être un peu de manque à gagner, des gens qui se disent c'est moins bien, etc. Mais le marché est tellement profond. Il y a encore personne qui utilise OpenAI. Il y a peut-être 200 millions de nerds dans le monde. Voilà, mais à l'échelle de la planète, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, je pense qu'ils sont en train de monter le marché tout doucement avec ce qu'ils ont. Traire la vache à lait qui est 3.5, le 4. D'ailleurs, quand on utilise les API OpenAI, il y a quand même des améliorations assez permanentes. Et surtout, il y a la gestion du timing. La gestion du timing versus les concurrents. Même si Gemini a fait une annonce assez ratée d'un point de vue communication, tout le monde se dit que le Gemini 1.5 ou Gemini Ultra qui va sortir avec une context window qui est énorme, donc en fait qui se rappellera quasiment de tout, va être assez puissant et que Google a les moyens quand même de faire une vraie concurrence à OpenAI. Donc je pense qu'ils attendent de voir ce que ça donne. Hein. Ça fait un bout de temps. Hein. Moi j'étais le premier à dire que Google est vraiment le acteur qui devrait être le leader sur ce marché-là. Et là je commence à m'impatienter. Hein. Mais vous avez vu l'annonce avec Apple Google, quand même. C'est naze. Hein. Vous avez vu l'annonce avec Apple. C'est énorme quand même en termes. Alors là, est-ce que ça c'est officialisé? Oui, c'est pas officiel encore. Il y a des articles qui montrent que visiblement si, hein, ça serait officiel. Donc Google serait embarqué dans les iPhones dès que Siri ou Siri V2 aura pas la réponse. C'est l'échec de Siri définitif. Mais tout le monde attendait à ce que Apple soit capable de faire quelque chose par eux-mêmes. Alors peut-être que c'est une solution d'attente, hein, j'espère qu'ils sont en train de fabriquer quelque chose eux-mêmes, parce que très honnêtement, quand on utilise l'IA. D'ailleurs, qui d'entre vous aujourd'hui paye ChatGPT? Moi, je paye. Ouais, ok, tout le monde. Donc sur nous quatre, on est 100% aujourd'hui à payer $20 par mois ChatGPT. Quand on utilise intensivement ChatGPT, je suppose que vous l'utilisez quotidiennement, on se rend compte que ça serait génial quand même que cette intelligence artificielle elle soit sur mon téléphone. Qu'elle soit embarquée sur ma propre chipset, entraînée sur mes propres data, et que un minimum de data sur moi, et parce qu'on si ça apprend de moi, j'ai pas envie que ça parte à droite et à gauche. Et là, on se dit mais Apple a un boulevard, c'est-à-dire que ils ont le hardware, ils fabriquent des chipsets. Alors bon, je suis pas certain je sais pas si ces chipsets là sont les bonnes pour faire ça, mais visiblement ils y arrivent pas. Et donc là, effectivement, ils feraient un deal avec Gemini. Si Gemini entre guillemets la meilleure solution sur un smartphone et que Apple est en retrait, ça pourrait faire que les Android, enfin les non iPhone seraient peut-être plus performants et ça menacerait le business principal quand même d'Apple. Du coup, là, en faisant ce deal là, au moins il comble ce serait égal et donc ce serait pas un marqueur différenciant, ce serait pas un game changer sur le marché des smartphones qui est quand même le principal marché d'Apple. Et en attendant, faute de mieux. Après, c'est un deal aussi pour Google. Hein. On sait combien Google paye Apple pour être dans les iPhones. Je pense que c'est un moyen aussi de Google de rattraper le retard qu'ils ont avec Bard ou avec maintenant Gemini, d'être présent. Et donc oui, en effet, Apple est peut-être short surtout je pense sur la partie AI live en fait, d'aller chercher d'aller chercher tous les sites qui sont référencés, le nom des restaurants, tout ça, ce que GPT d'ailleurs ne fait pas. Hein. ChatGPT fait pas de la live search. Alors il y a l'intégration avec Microsoft, mais on sait à quel point le moteur de recherche de Microsoft est voilà. Donc je pense c'est un bon deal pour les deux. À voir si ça se matérialise dans le prochain iPhone. C'est les boîtes woke de la Silicon Valley qui se réunissent. Il manquerait plus qu'ils fassent aussi un deal avec Disney. Et puis alors là, c'est formidable. En fait, t'as Google, Apple, Disney ensemble. T'as le bouquet woke formidable. Et là, t'as une AI où woke, tu peux. Woke plus.
Ouais, woke plus. Mais bon, faut se woke rappeler quand ultra. même dans l'histoire de la Silicon Valley et l'histoire de Google, qu'est-ce qui a fait que Google est devenu dominant sur son marché? C'était son accord avec les browsers actuels, le search de Google. Et tout ce qui est business development, c'est toujours la manière, le meilleur go-to-market. C'est la manière de prendre the best, that's alpha. Et en fait, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et là, toutes les discussions sur Perplexity AI qui vient titiller Google, etc., ils sont rien là. Ils sont à la masse. Arnaud, on t'a pas demandé, toi, ChatGPT 5, c'est pour quand? Alors, puisque tu demandes de lire dans notre boule de cristal, que j'ai mon petit côté gitan, c'est le 22 avril. Parce qu'en fait, ça sera c'est très précis, alors. C'est très précis. Parce qu'en fait, ça sera la date d'anniversaire de Sam Altman, et du coup, il pourra tous nous inviter à sa birthday party, avec en cadeau le lancement de GPT 4.5. Voilà. Ah, 4.5, pas le 5 alors. 4.5 ou 5, on verra le format du cadeau, mais voilà. Et ça sera uniquement ceux qui ont payé en effet avant pour qui seront invités à la partie. Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai une théorie aussi, Carlos, tu vas bien aimer parce que c'est c'est de la politique. J'ai lu aussi sur des forums un peu anonymes où tu sais alors ils disent ils travaillent chez OpenAI machin, mais que OpenAI, on sait déjà qu'il reçoit pas mal de pression de Washington pour justement pas interférer dans les élections et que le timing serait d'attendre après les élections parce que pour tout un tas de raisons, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé aussi dans l'émission, les fake voice notes, les fake voice calls, et tout un tas de et trucs maintenant qui les sont vidéos, faciles. hein. Et les vidéos. Et donc d'attendre un petit peu pour que au moins les gouvernements, Et pas les d'interférence médias dans les campagnes présidentielles. soient préparés. Intéressant. Après, un peu la théorie J'aime bien complotiste, j'aime bien. Ouais. C'est sûr que Sora, c'est pour ça qu'il y a un 4.5 en fait. Du coup, 5 c'est avec Sora après les élections et 4.5 sans Sora avant. Possible. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes smart. Mais qu'est-ce que vous êtes smart. Vous êtes super intelligent. C'est le collectif. Collectif ouais. The French. C'est du marketing aussi. Crowdsourcing. Ouais, bravo. On va voir. Mais ça tient la route, votre truc. Bon, vous avez regardé cette interview de Sam Altman avec Lex Fridman lundi. Alors, il dit d'ailleurs un truc qui fait écho à ce que tu dis, Stéphanie. Il dit ChatGPT sucks. En gros, lui-même, il est un peu fatigué. Donc, ça va complètement dans le sens de ce que tu dis où c'est bon, il faut qu'on passe un petit peu à autre chose. C'est super, hein, c'est génial, on s'est pas mal habitué, mais en fait, on peut faire tellement mieux. Il explique que ChatGPT est pas très très bon pour brainstormer avec l'humain. C'est-à-dire qu'il est plutôt bon pour améliorer des choses, lui demander de faire des améliorations sur de l'existant. Mais quand il s'agit d'augmenter notre créativité et de brainstormer, lui dit les possibilités de ChatGPT 5 vont être vraiment là-dessus sur cette capacité à vraiment devenir un égal. Donc on sent bien que ça tend vers les GI, hein, et pour vraiment nous permettre pas simplement d'augmenter notre productivité, mais aussi d'augmenter notre créativité. C'est ça qui est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette interview, Stéphanie? C'est un peu ce que tu dis sur le raisonnement. Il parle beaucoup des workflows, du step-by-step reasoning. Moi, perso, en fait, quand j'utilise ChatGPT 4, je suis frustrée parce qu'il connaît pas les bons frameworks de pensée. Et ça revient, en fait, sur ce qu'il dit, en fait, sur le reasoning. Il y a plein de frameworks qui existent sur de manières de patterns, hein, et ça, il les a pas. De méthodologie, d'abord tu réfléchis à quoi, je sais pas un qui vient là, mais et ça ils les utilisent pas. Et ça c'est frustrant quand tu les connais parce que tu dis alors à chaque fois tu es obligé de le former, de lui dire allez prends ça et vas-y. Après quand en ce moment moi je fais le founder matching de YC, je cherche un cofondateur technique. Plutôt IA, si quelqu'un est intéressé à faire une fonction RAG, plutôt un Gen Z, je suis ouverte à toutes les discussions. Petite annonce. Petite annonce. Transgenre ou c'est important ça ou je sais pas. Ambidextre. Transgenre ou non parce que là c'est quand même très très précis ton truc, hein. C'est il faut qu'il soit quoi? Idéalement pas une femme, parce qu'on en a déjà parlé. Sinon on n'aura jamais à lever. Mais bon, voilà. Bon bref. Si vous y connaissez quelque chose en IA, quoi, en fait, et que vous êtes techno et que vous avez envie de monter une boîte sur le sujet, appelez Stéphanie, quoi. Contactez-moi. Et je dis ça, oui, parce qu'en fait, tous les gars dans le founder matching qui sont dans l'IA, eux, ils veulent tous travailler sur un truc qui s'appelle Explanation LLM. Et en fait, je regardais ce que c'est
C'est le fait, en fait, de pouvoir expliquer son raisonnement. Expliquer que la machine derrière te dise, bon, bah, j'ai utilisé telle source, j'ai utilisé tel raisonnement, etc. Et c'est vrai qu'on reproche à OpenAI, à ChatGPT, d'être pas transparent, on sait pas pourquoi il a dit ça, etc. Et je pense que c'est un des trucs qui va arriver aussi, quand il dit raisonnement qui manque. Et il y a ce terme, en fait, que tout le monde, tous les gars, en fait, à LLM, qui sont à fond dedans, parlent. Je pense que c'est ça aussi qui va arriver, ce que j'ai retenu à travers, entre les lignes de ce que disait Sam Altman. Angie, toi, t'as regardé, qu'est-ce que tu retiens de cette interview? Ouais, moi, j'ai écouté. Bon, au-delà du fait que c'est super lent, et donc, comme on disait, il faut le mettre en x1,5 pour pas s'endormir, parce qu'on a l'impression d'être chez le psychologue. Ah ouais. Dit, alors, c'est Henri Chapier, c'est le divan, quoi, en fait. Quoi, peut-être on pourrait faire comme ça. Alors, Carlos, dis-moi. Oui. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on parle de ChatGPT 5. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Angie, en direct de Miami, d'être parmi nous aujourd'hui. C'est ça. En fait, en gros, c'est ça Lex Fridman. Hein, c'est. Mais au-delà de la blague, on va reprendre notre rythme Silicon Carne picante parce que voilà, on n'arrive pas à rester comme ça. On est français quand même. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a plutôt agréablement surpris, c'est comment il est posé, comment il voit l'avenir, quoi. Je suis un gros fan du fondateur. Alors pas de la personnalité, il y a plein de choses où je suis pas aligné avec lui, mais je trouve la façon de Sam Altman, ouais, bien sûr. La façon dont il décrit le futur de sa boîte, la roadmap, la façon de parler de ses équipes, de parler de l'innovation, etc. Je trouve que c'est quand même très très fort. Et tu le dis dans les notes de l'émission, Carlos, mais oui, on voit clairement une façon qui a changé dans la façon de s'exprimer. Il sait que chaque mot qu'il dit, c'est pas. Alors en plus avec Lex Fridman qui est déjà un petit peu comme ça. Non mais moi j'ai été re-regarder des interviews de Sam Altman de 2015. Ah bah. Et quand vous regardez, et je sais pas, Baptiste, notre monteur là, s'il peut nous mettre en parallèle en fait les deux, mais c'est la façon de s'exprimer de Sam Altman, elle a complètement changé. Today we have Elon Musk. Elon, thank you for joining us. Yeah, thanks for having me. So, we want to spend the time today talking about your view of the future and what people should work on. So, to start off, could you tell us, you famously said when you were younger there were 5 problems that you thought it was like to run a decently sized company at this point. And the thing I'd always liked the most was just getting to work with the researchers. And I was like, yeah, I can just go do a very focused AGI research effort. And I got excited about that. It didn't even occur to me at the time to possibly that this was all going to get undone. This was Friday afternoon. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on avait un Sam Altman qui parlait normalement, comme nous là, comme on fait là aujourd'hui. Et là maintenant, on a un Sam Altman beaucoup plus profond, qui un peu à la manière de Elon Musk d'ailleurs. Il y a cette interview de Elon Musk et de Sam Altman où on voit bien que ils sont pas tous les deux sur le même modèle. Il fait des pauses, il fait des silences, il a des regards hyper profonds. On sent que le mec, il est habité, quoi. Mais pour moi, il y a une forme. Je sais qu'on en a parlé, Stéphanie, mais il y a une forme de chamanisation pour moi des entrepreneurs de la Silicon Valley. Moi, ça s'appelle du média training. Vous rappelez d'Elizabeth Holmes. Oui. Elizabeth Holmes, elle parlait comme ça. Mais oui, mais c'est du média training, mais ils ont un modèle, ils ont un pattern. Il faut que tout. Elizabeth Holmes, elle parlait. Je reprenais des interviews d'Elizabeth Holmes. Elle chuchotait. Elle ne parlait pas comme tout le monde. Et c'est une façon de montrer que ce ne sont pas des êtres normaux, ils ne font pas partie des communs des mortels. Ils sont au-dessus, ils sont accrochés à la voûte céleste de Platon. On a l'impression d'avoir des extraterrestres qui descendent sur Terre pour nous parler. Moi, j'ai un peu l'impression de ça. Pour moi, en fait, sa posture de philosophe existentialiste face à l'IA, c'est une tactique qui est à la fois politique et marketing. Et en fait, il a déjà dit dans des interviews que l'IA a le même potentiel que l'énergie atomique et il a appelé même à l'instauration d'une entité de régulation de l'IA similaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour moi, c'est un double mouvement. D'une part, du coup, ça valorise la puissance de sa technologie, donc c'est un coup marketing pour montrer en effet que c'est le meilleur. Mais aussi, c'est un appel du coup aux politiques pour dire il faut de la régulation et justement il y a des contraintes de conformité qu'OpenAI aura les moyens et la capacité d'assumer, mais que tous les startups et les nouveaux entrants qui vont arriver, ils n'auront pas les moyens parce que du coup c'est ces coûts de conformité qui sont donc en fait ça serait aussi une barrière à entrée
pour les futurs et nouveaux entrants, parce que s'il faut se conformer à toutes ces régulations par rapport à l'IA, bon, c'est aussi une manière pour lui de favoriser sa logique. Exactement. Ouais. Et puis vu qu'on est toujours dans une logique de winner takes all, ou comme dirait Highlander, à la fin il n'en restera qu'un. In the end, there can be only one. C'est une manière aussi de mettre une barrière à l'entrée. Mais donc du coup ça non, mais je trouve ça super intéressant, Arnaud, ce que tu dis là. Moi, je suis assez, je trouve ça super intéressant. Je vais réfléchir à ça. Stéphanie, toi, tu dis que c'est aussi les codes de la Silicon Valley, ça. Ouais, moi, je pense que c'est pas si machiavélique que ça. Je pense que c'est juste, on te demande, quand tu représentes une société qui est valorisée avec autant d'argent, qui a autant de puissance quand même sur l'impact sur la société et sur le monde, on veut un fondateur, un dirigeant qui est posé. Tu peux pas avoir un petit jeune. Tu peux pas avoir quelqu'un qui est quelqu'un comme ça. Donc il faut quelqu'un qui est posé, qui amène du trust. Regardez Elon Musk, hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des problèmes avec Musk. Mais justement, la Silicon Valley a quand même été traumatisée par les auditions au Congrès et au Sénat, et avec du coup un Mark Zuckerberg, sorry, I didn't know, quoi, tu vois. Et en fait, du coup, là, c'est se dire justement, là, on a vu avec les médias sociaux qu'il y a eu des impacts qu'on pouvait pas prévoir, qui ont dépassé leur propre créateur. Donc là, en fait, de se poser en mode j'ai conscience des potentiels problèmes et enjeux, ça permet aussi un peu aussi de rassurer, disant que voilà, je suis pas juste à vouloir créer le truc le plus rapidement, c'est pas. Oui, on n'est pas là pour break things en fait. C'est voilà, exactement, c'est plus Facebook, le break things. Et on verra plus tard, quoi. Ouais. Exactement. Ça, et puis c'est du media training, quoi. T'as des gens qui sont spécialisés pour les entraîner. Quand t'es à ce niveau-là, tous les procès qu'ils ont, tous les procès, en fait, qu'ils ont, en fait, il doit faire hyper gaffe à tout ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit peut être contre lui. T'as des équipes qui ont préparé pour lui tous les languages qu'il doit dire. Et puis après, les éléments de langage. Les éléments de langage. C'est qu'on nous reproche d'utiliser trop d'anglicisme dans Silicon Valley. Oui, alors moi, je dis FUCK là-dessus parce que moi, je suis aux États-Unis. FUCK. Voilà, FUCK. Non, mais bon, c'est cette rébellion, là, tout d'un coup, là. Non, mais bon. Qu'est-ce que vous me faites, là? J'essaye de parler français au maximum, mais j'ai mes limites. Moi, perso, voilà. Non, mais je me suis fait engueuler dans un commentaire, là, sur un short. Ouais, t'es obligé de mettre un mot anglais dans chacune de tes phrases quand tu parles, etc. Mais t'es pas obligé d'écouter Silicon Carnet, Coco. Il y a plein de chaînes, tu vois, où tu peux aller écouter. Il y en a aucune qui est aussi bonne que Silicon Carnet, mais il y en a qui sont moins bonnes, mais qui parlent sans mots anglais. Go yourself. Bon, on passe au voyage scolaire de Arnaud à South by Southwest, il a été envoyé à Austin et il y a passé. T'es resté combien de temps là-bas? 5 jours, ouais. En fait, ouais, Ah oui, donc donc c'était vraiment un voyage scolaire. Ouais, exactement. Et en fait, combien de soirées? Du coup, je suis parti vendredi, je suis revenu mercredi, ouais, enfin. D'accord. Mais donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le cœur de South by Southwest Interactive, c'est notamment le week-end, justement, donc pour que les gens soient déconnectés. Oui, il faut passer le week-end là-bas, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Il faut déconnecter des urgences du bureau pour pouvoir penser et réfléchir. Alors, raconte-nous, Arnaud, pour ceux qui connaissent pas, qui ont vécu au fond d'une cave depuis 20 ans, c'est quoi South by Southwest? Alors pour moi, c'est un peu l'anti-CES. Le CES, en fait, c'est une foire avec des milliers de marchands d'électronique qui viennent présenter leurs nouveaux produits. Donc, il y a beaucoup de stands et de gadgets, mais il y a très peu de contenu. Et ben, South by Southwest, c'est tout le contraire. Il y a très, très peu de stands, mais beaucoup de contenu. C'est des milliers de conférences. Des keynotes, des keynotes, des panels, des discussions au coin du feu, puisqu'il faut parler français. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que des fire chats, c'est ça ce que tu veux parler. Fireside chat. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en fait peut candidater pour être speaker à South by Southwest, proposer un sujet, et du coup, c'est la communauté qui vote pour les meilleurs sujets. Et South by aussi essaie d'avoir une bonne diversité de sujets. Je crois qu'il y avait plus de 500 talks d'ailleurs cette année sur l'AI. Évidemment, c'était le sujet chaud. Beaucoup sur la créateur économie, hein, si on va parler de l'AI parce que ça a été un sujet très important cette année à South by Southwest, mais c'est avant tout une conférence autour du contenu et des créateurs de contenu. Moi, j'ai regardé en ligne la keynote de Jack Canty de Patreon, qui était super bien d'ailleurs. Hein.
le personnage m'exaspère un petit peu parce qu'il a un côté un peu, il surjoue un petit peu son excitation, mais son contenu était super intéressant sur justement la fin des followers. C'était super intéressant ça. Je fais une parenthèse là-dessus parce que j'ai appris un truc en écoutant ça. Où, historiquement, il montre que voilà, avec le Web 2, on est passé à ce web où on pouvait écrire et devenir soi-même en fait un créateur. Et ce qui était formidable avec ce Web 2, c'est la notion de followers. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait des gens qui nous suivaient et quand on postait quelque chose, ben, ils étaient alertés de ce qu'on venait de créer et c'était génial pour les créateurs parce que tout d'un coup on pouvait créer une communauté autour de sa création et de son contenu. Et puis il y a eu dans les années 2010, c'est Facebook qui a changé en fait cet algorithme de follower et qui a introduit la notion de ranking, c'est-à-dire que dans tout ce que tu follow, il va commencer à ranker sur des assertions qui lui sont propres et qui bien évidemment favorisent son modèle économique, celui de la publicité. Parmi tout ce que tu follow, qu'est-ce qui a le plus d'engagement? Et il va commencer à changer l'ordre. Et donc, il n'y a plus un ordre de temporalité, mais il y a véritablement un ordre par rapport à qu'est-ce qui est le plus, les posts qui créent le plus d'engagement et donc qui vont améliorer le revenu, en fait, de Facebook. Et puis, et donc tout le monde s'y est mis ensuite. Instagram, Twitter, tout le monde a utilisé ce processus de ranking. Et puis TikTok est arrivé. Et alors là, TikTok, ils ont été au bout du truc. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de followers. Il y a plus de followers sur TikTok. C'est-à-dire que tu ne follow plus personne et c'est TikTok lui-même qui décide ce que tu devrais follower et qui décide aussi des posts qui te mettent en avant. Et on se rend compte que ça marche encore mieux. Et donc il s'insurge un petit peu là-dessus. Donc je trouvais ça très intéressant. Allez voir la keynote de Jack Canty là-dessus si vous êtes dans le domaine de la création de contenu. Et donc lui il s'insurge et il essaye de faire revenir et bien évidemment il met en avant Patreon sur la notion de follower et qui est très important pour les créateurs parce qu'en fait, avec ces nouveaux algorithmes, les créateurs disent que c'est de plus en plus difficile d'activer leur communauté et d'en avoir la propriété, bien évidemment. Quoi, en fait. Par rapport à ce que tu dis, c'est que South by Southwest, c'était d'abord un festival de musique et de cinéma. Et de cinéma. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a les trois festivals en même temps. Et donc, même dans les sujets tech, innovation, il y a beaucoup justement de références, de sujets qui sont aussi liés à la musique et au cinéma, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour les trois festivals en même temps. Et d'ailleurs, les deux sujets plus précisément qui m'ont marqué, parce que c'est pas l'IA qui était le sujet, mais c'est l'impact de l'IA générative d'abord sur un secteur qui doit te tenir à cœur, la vision des guitares qui sont derrière toi, Carlos, qui est l'IA générative sur la musique. Et deuxième impact qui moi m'a surpris, c'est vraiment beaucoup de conversations autour de l'impact de l'IA générative sur nos relations à nous-mêmes, à l'intime, à la santé mentale, mais aussi avec les autres. Donc c'est pour ça que je vais vous débriefer un peu ça. On commence sur par la musique, la musique justement. Qu'est-ce que tu as entendu d'intéressant sur la musique? Alors du coup, je suis notamment à un talk où intervenait la SACEM, donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et du coup, ils sont venus faire du lobbying dans la capitale du Texas, justement parce que c'est pas mal de décideurs de la tech, de la musique, de la politique qui Austin, se trouvent qui d'ailleurs est une capitale musicale où il y a beaucoup de musique qui est produite à Austin. Hein. Quand on parle du Texas et Austin, c'est très progressiste. Hein. C'est une sorte de bulle au milieu du Texas avec beaucoup de créateurs de contenu et de musiciens notamment. Il y a des concerts. À Austin, des bars, selon une de mes chauffeurs Uber à Austin, Austin c'est la capitale mondiale de la musique. Bien sûr. Oui, Londres, on s'en fout, quoi. L'Angleterre, ils ont rien fait, quoi, en fait, dans le monde de la musique. C'est vrai, en fait. Et c'est vrai que du coup, il y a pas mal vous devez connaître ce dicton qui dit que c'est les Américains qui innovent, les Chinois qui copient, les Européens qui régulent. Et donc, devinez ce que sont venus faire les Européens à South by, c'est proposer de la régulation, évidemment. Mais bon, c'était assez intéressant. Enfin, la SACEM, du coup, donc, je savais pas que le cousin de Thierry Breton était directeur de la SACEM. Ok, d'accord. C'est possible, ouais. Et en fait, quand même, la SACEM avait du coup une proposition de 2 points assez intéressantes. Le premier, c'est d'apposer un principe de transparence sur les jeux de données d'entraînement des IA. Et deuxièmement, c'est justement à fond là-dessus. Voilà. Et deuxièmement, c'est d'offrir un droit opposable au opt-out pour les artistes, afin de permettre, par exemple, à Angel ou Bad Bunny qui se sont vus copier avec des chansons générées par l'IA, reprenant leur style, leur timbre de voix, mais sans eux et sans les rémunérer, de pouvoir ne pas être IA généré. Et je vais vous parler aussi d'une autre expérience, et pour faire la transition d'ailleurs sur l'autre sujet que j'ai pu tester. C'est une expérience offerte par une startup qui s'appelle Lotic
Et donc en fait, elle propose cette startup de raconter oralement une histoire à une IA et de générer une musique personnelle. Et d'ailleurs, je crois que l'impact sur de l'IA générative sur la musique va pas forcément de créer des morceaux de Bad Bunny sans Bad Bunny qui vont être plus successful que Bad Bunny, mais plutôt par exemple Carlos. Attendez, stop là. Bad Bunny, moi je le connais pas quoi en fait. C'est qui Bad Bunny? Merde. C'est le nouveau Michael Jackson si tu veux. Il est à Miami en plus. Nouveau Michael Jackson. Oui, c'est la plus grande pop star latino, etc. D'accord. Il sortait pas avec une Kardashian? Je connais pas assez sa vie. Non mais Kardashian, c'est un peu la Carla Bruni des États-Unis, quoi. Elle est sortie avec tout le monde. Surtout qu'il y en a plusieurs. Donc, non, il y en a plusieurs en fait. Là, c'est. En plus, voilà. C'est une entreprise. En plus, je pense qu'il est un peu woke. Bad Bunny, il te plairait bien, Bad Bunny. Carlos. Mais je pense que l'IA générative, voilà, il y aura un cas aussi. Effectivement, tu pourrais créer une musique, Carlos, pour toi et ta femme, généré à partir des musiques que vous aimez, de votre histoire, qui sera un morceau que pour vous. Moi, je crois que c'est beaucoup plus ça qui va être, c'est pas forcément un morceau qui va être fait pour tout le monde et qui va être, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ou bref, pour accompagner des vidéos de vacances, on sait jamais quoi foutre derrière ta vidéo. On a toujours des musiques à la noix, ou toutes ces musiques qu'on trouve auto-générées, quoi. Tout ça, bon, bien évidemment que ça sera créé. Moi, je suis d'accord avec toi, Arnaud, la création, la pure création, le génie musical. Je ne connais pas Bad Bunny, mais je ne pense pas qu'une IA soit capable de faire du, je sais pas, du R par exemple, ou du Radiohead, quoi, tu vois. On n'y est pas encore, en fait, parce qu'il faut quand même avoir souffert pour faire du Radiohead, quoi, en fait, tu vois. Donc, et l'IA, elle ne connaît pas tout ça, quoi, toutes ces émotions. Alors pour revenir sur la petite expérience de cette startup qui s'appelle Lotic d'IA, en fait elle a créé une application où justement l'idée c'est que au quotidien vous puissiez raconter votre journée, justement verbaliser vos émotions. Donc comme si vous écriviez votre journal intime ou quand si vous parliez à votre conjoint, mais sans lui faire porter la charge mentale ou même sans avoir à parler à un thérapeute. C'est une IA qui comprend ce qu'on lui dit, qui nous donne des conseils, qui nous fait des comptes rendus. Et donc, mais attends, là je t'arrête là parce que tu dis un truc super intéressant. Tu dis, tu parles à une IA pour éviter de parler à ton conjoint, pour éviter de lui faire porter la charge mentale. Mais alors pourquoi qu'est-ce que tu fous avec un conjoint si ça sert pas à justement à partager la charge mentale? Ton conjoint, c'est pas censé être ton thérapeute. Les aléas de la vie, ils sont faits pour être partagés avec celui avec qui on vit. Alors je sais qu'aux États-Unis, des relations souvent dans le couple où ils se disent pas tout et que peut-être qu'ils ont besoin d'une sorte de vie d'ordure là, comme ça là, où pour aller divorcer. Moi, ce que j'adore en France et qu'on n'a pas ici aux États-Unis. Moi, ce que j'adore en France, c'est que tu croises un pote en France et il te pose la question comment ça va? Et en France, tu réponds ouais non ça va pas top au boulot ou alors ma femme me fait chier ou mon mari c'est un con. Ah bah attends, viens, on va prendre un café, on va boire un coup et tu vas me raconter. Et on passe des heures à se parler, à faire de la thérapie comme ça permanente, ce qu'on n'a pas du tout ici aux États-Unis. Mais là, ce que toi tu es en train de nous dire, c'est que on va substituer ce truc-là par une sorte d'IA vie d'ordure à qui on va pouvoir raconter des trucs. Alors maintenant, c'est comme quand t'es aux toilettes, tu dis non, ouvre pas la porte, je suis en train de parler à mon IA, quoi. En fait, tu vois, ça va être c'est un peu la même chose. Qu'en fait, on va avoir des pièges chez nous, comme des chiottes pour aller parler à l'IA. Un parloir. C'est quoi Non, mais c'est intéressant ça. Ouais, mais après il y a un autre cas d'usage. Il y avait notamment le patron d'une startup qui s'appelle Elic qui a créé du coup un robot conversationnel pour les seniors. Et en fait, pour des seniors isolés justement, avec qui ils ont plus personne avec qui parler. Et ben ils peuvent parler à ce robot-là et avoir des vraies conversations. LEQ, I have some friends here. Would you like to meet them? Having you over here is the perfect excuse for all of us to bust a move. When you reach a certain age, what do you think the meaning of life is? You have different types of needs. What are your thoughts on the matter? She was created to fill those needs. That's a wonderful perspective to have. On pourrait imaginer que les seniors sont un peu rétractaires à parler à une IA, mais apparemment le taux d'adoption, d'usage, d'engagement et de satisfaction est hyper encourageant, parce que souvent pour une personne âgée, c'est pas interagir avec un écran, mais vraiment avec
la parole. Et donc, mais ils sont tellement désespérés, les personnes âgées, ils sont tellement seuls. Il y a un tel isolement en fait de ces populations que oui, ils sont prêts à accepter en fait ça, à défaut d'avoir leurs enfants ou leurs petits-enfants, encore plus aux États-Unis où le continent est tellement grand que quand je sais pas, t'es dans le Minnesota et tes enfants sont à New York, on se voit jamais. Et même en effet, alors, il y a une professeure de psychologie qui expliquait ça bien, c'est que même les personnes avec qui elle pourrait parler, les aides de domicile, les soignants, etc. Souvent ils souffrent de ce qu'elle a appelé la compassion fatigue, donc une fatigue compassionnelle. Quand t'es tout le temps dans l'empathie, la compassion, tu peux pas donner toujours plus. Et alors, les robots, ils se fatiguent pas d'être à l'écoute et de faire la conversation. Donc c'était un bon point aussi. Et cette même professeure de psychologie expliquait aussi que avec les IA par exemple comme celle de Replica où des personnes sont tombées amoureuses de leur IA, il y avait aussi un autre professeur sur ce panel-là qui expliquait que finalement quand on tombe amoureux, c'est moins en fait de par qui est la personne que par les messages qu'on reçoit, et que si ces messages en effet c'est des textos, des voice notes ou des FaceTime, c'est nous qui générons nos émotions à partir de ce qu'on reçoit. Et donc pour des personnes en effet ça pourrait, si ces textos, ces voice notes sont générés par une IA, ça peut suffire pour développer les émotions. Mais Arnaud, ça dépend. On connaît tous le film Her. D'ailleurs, je vous invite vraiment à le re-regarder. Moi, je l'ai re-regardé il y a récemment. C'est très intéressant de re-regarder parce que c'est un film qui date, qui a plus de 15 ans. Qui était de la science-fiction, qui aujourd'hui est du présent, quoi. Enfin, la fiction est devenue réalité. Et ça m'a fait penser, du coup, c'est peut-être une analyse anthropologique. C'est que du progrès de l'humanité qui pour moi a toujours été une quête d'individuation, je vais m'expliquer, et du coup là on voit pas mal d'avancées technologiques dans une quête de personnalisation. Et en effet Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens, c'est ceux qui ont suivi derrière, Homo Sapiens, il explique bien que l'histoire d'humanité c'était une histoire de quête d'indépendance de l'individu. Au début l'individu n'existait pas, pour survivre il fallait qu'on soit membre d'une tribu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, il y a eu la répartition des tâches, et donc on a eu des rapports d'interdépendance avec le troc. Donc Carlos lui cultivait des tomates, moi des pommes, et on pouvait faire du troc. Et après, on a inventé donc il y la avait une monnaie. forme de singularité qui se crée entre nous. Lui, il cultive Exactement. des tomates et moi, je suis chasseur, etc. Exactement. Tu commences à avoir une identité. Et on a inventé la monnaie, ce qui a permis encore plus un dépassement de cette interdépendance directe. Et on arrive avec des sociétés où même on peut dépasser les frontières, comme nous quatre, on vit dans un pays où on n'est pas né. Les individus indépendants des nations, même de changer de classe sociale, et jusqu'aux réseaux sociaux où là, pareillement, l'individu a acquis des moyens de communication qui étaient avant uniquement réservés aux grands médias. Et là, ce qui est intéressant, c'est avec l'IA sur l'intime, c'est que même dans mon besoin à l'autre, dans mon besoin social, émotionnel, psychologique, je peux me passer de l'autre. Et par exemple, Carlos, plutôt que d'avoir besoin de te parler ou d'être en podcast avec toi, il suffirait de créer un avatar de toi avec tous les épisodes de Silicon Carnet. Et du coup, Stéphanie, Angie et moi, on pourrait faire Silicon Carnet sans toi. On pourrait même se passer de toi. Et tu sais qu'ils ont essayé de le faire cette semaine. Ça arrive. Stéphanie, à un moment, a glissé la possibilité de faire un Silicon Carnet sans moi, de façon, pour des raisons personnelles. Et c'était pas méchant. Je t'en remercie. Non, bien sûr. Mais ils ont essayé. Ils ont déjà essayé de me remplacer cette semaine. Et ça c'est bien ça. Angie, qu'est-ce que t'en penses de ça toi? Parce que on t'a pas entendu là. Moi j'ai un point. Déjà merci Arnaud, c'est super. On s'y croirait. J'y suis pas allé, mais il faudrait que j'y aille un jour. Sur la partie personnalisation, je pense que c'est super intéressant. Ça crée beaucoup de cas d'usage. Tu l'as dit dans les médias, mais également dans la vie de tous les jours. En fait, c'est de toute façon on le voit avec les IA, les assistants. Et puis maintenant, ils sont en train de mettre des IA dans des robots. Donc, on va avoir le robot à la maison qui nous fait toutes nos tâches et qui nous assiste dans la vie de tous les jours. Mais c'est ce qu'on voit avec la personne âgée là en question. Là. Exactement. Et le seul truc que ça soulève pour moi, c'est un point de vue aussi anthropologique. Alors, on va faire une émission et on va tous parler comme ça d'anthropologie. C'est que c'est la faiblesse de l'humain en fait. Et si on se projette un peu à la Skynet, est-ce que c'est pas ça justement la backdoor sur laquelle l'IA pourrait nous faire très mal. C'est-à-dire que si on en vient à se déshumaniser d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on n'a plus de commun, comme tu disais, on n'a plus de relations, et en fait c'est tellement plus simple de tout parler, de tout dire à ChatGPT. Moi je suis le premier à poser des questions à ChatGPT que je poserais pas. Personnel? Ouais, alors souvent des trucs médicaux par exemple, un peu, tu sais, où tu veux pas aller. Médicaux.
Oh, mais c'est bon, c'est une émission en anglais, on s'en fout. C'est un medical thing. Ok. Il y a pas de truc. Et je me dis, voilà, est-ce que c'est pas la porte ouverte à rendre l'IA beaucoup plus forte parce qu'elle va nous connaître de mieux en mieux et à injecter dedans une sorte de... Mais sans le vouloir, hein, je pense que c'est sans le vouloir, mais c'est notre faiblesse d'humain et c'est notre peut-être notre talon d'Achille d'espèces qui évoluent et qui arrêtent d'évoluer en commun et qui évoluent de façon trop individualiste. Après, on peut faire un débat philosophique sur ça. Mais ouais, moi, c'est le truc qui me dérange un peu. C'est Je veux dire par là que il est plus facile de tromper une fois 1000 personnes. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. Ouais. 1000 personnes. 1000 fois. Une fois. Que 1000 fois une personne. Par exemple, voilà. Putain, on est trop français là, on est trop français là, on est trop vieux. Mais si, ils ont la ref, j'espère. J'espère. Mais ouais, est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une IA? Pas sûr. Go yourself. J'avais envie de parler cette semaine de ce projet WorldCoin. Je sais que NG est un énorme fan. On n'en a jamais véritablement parlé dans Silicon Carnet. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est en vous entendant en parler régulièrement dans les émissions à droite à gauche, je me suis rendu compte que j'étais complètement passé à côté de ce truc sur le plan perso. Donc du coup, j'étais mettre un petit peu mon nez dans WorldCoin. Alors WorldCoin, c'est un projet qui a été lancé dans la Silicon Valley qui vise à créer une identité numérique unique pour chaque personne sur la planète, en utilisant des données biométriques et en particulier en prenant une empreinte de votre iris. Et le projet est soutenu, devenu par qui? Par Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, entre autres. Hein, il n'est pas tout seul. C'est pas lui qui dirige la société. Il est cofondateur. Ouais, cofondateur. Ouais. Il est cofondateur. Ouais. Il est pas actif. Il l'a dit d'ailleurs dans l'interview avec Lex Fridman qu'aujourd'hui il avait plus le temps de s'occuper de quoi que ce soit d'autre que d'OpenAI et de l'intelligence artificielle générale. Alors, WorldCoin, c'est le produit. Hein, la société derrière s'appelle Tools for Humanity. Alors là, on est dans de la Silicon Valley pur jus. Hein. Donc, Tools for Humanity, la valo, elle est déjà de 3 milliards. Hein. Ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars. Ils ont des investisseurs comme Andreessen, Coinbase, etc., etc. Et ils revendiquent déjà 4,4 millions d'utilisateurs. NG, explique-nous un petit peu ce projet. Donc là, c'est une identité numérique unique. Pourquoi? Pour plusieurs choses, je pense. Donc oui, ils ont mis au point un petit appareil, une petite machine qui s'appelle le... Ah, elle est pas petit, hein, c'est un gros machin. Oui. Hein. Je la montre là. C'est le Orb. Comment ils appellent ça? Orb. Le Orb. Le Orb, ouais, c'est ça. Que on peut retrouver dans plusieurs villes. Ben, je crois qu'il y en a un à San Francisco, hein. D'ailleurs. Il n'y en a pas à Miami encore, donc je me suis pas fait scanner la rétine. Mais il est vrai que... je me suis pas fait scanner la rétine. En fait, l'appareil va prendre en photo, entre guillemets, va scanner votre iris et va vous créer une identité unique. Et ça s'appelle un World ID. Voilà, une World ID qui va permettre de s'identifier dans tout un d'applications. C'est très intéressant pour moi de voir ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant, parce que faut pas oublier que dans la blockchain, avoir même 100 000 utilisateurs, c'est très compliqué. Et là, en fait, leur thèse de départ, c'est que il va falloir une façon d'identifier les humains qui soit imperméable à tout et qui soit ultra sécurisé. Et en biométrie, on sait déjà, hein, c'est l'iris, c'est la chose la plus sûre, la plus difficile à refaire. D'ailleurs, c'est pas... Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai lu plein de trucs comme quoi c'était pas sûr. Aujourd'hui, on pouvait même imprimer des iris avec des imprimantes 3D et faker ton iris. Bon, enfin, bon. À voir. Mais toujours mieux que l'empreinte digitale. Toujours mieux que la voix, vu qu'on voit déjà que la voix est faite. Donc, à voir dans quelle mesure, en effet, ça répond aux besoins. Et le besoin, c'est un monde, il faut s'imaginer un monde où il y a des IA partout, où c'est les IA qui font nos courses sur Amazon, c'est les IA qui font notre boulot, c'est les IA qui produisent notre musique et nos films, comme on en parlait à l'instant. Comment on identifie les humains? Et je pense que la proposition de valeur est très intéressante dans ce sens. Après, en effet, ça reste un projet archi mégalo, archi Silicon Valley, comme tu disais. Alors, c'est effectivement cette identité numérique unique
ça vient remplacer quoi? C'est ton Google Connect, tu vois ce qu'on utilise aujourd'hui. On utilise plein de trucs comme ça online. Social Security Number, carte d'identité. Ah ouais, le Social Security Number. Et on a vu qu'il y a des leaks énormes, notamment en France. Là, il y a un leak incroyable auprès de, ça s'appelle plus Pôle Emploi, c'est France Travail ou je sais pas quoi. À la base, l'application principale, du coup, la World App, c'est un Worldcoin Wallet. Donc, en fait, ça remplace le Face ID pour les personnes qui avaient oublié le passcode, password de leur wallet crypto et pour avoir du coup accès à ton wallet du coup avec en effet ton iris. Donc concrètement c'est surtout ça l'application pour l'instant. Et leur principe c'est le proof of humanity, prouver que tu es humain dans un monde d'IA et c'est l'humanité qui est le plus important là. Donc en fait, le risque, c'est quoi? C'est que on le voit sur des applications comme des réseaux sociaux comme Twitter, il y a énormément de bots. Donc l'idée aussi, c'est ça, c'est de séparer et livrer du grain entre qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui est des bots, parce qu'on ne saura plus dans le monde de demain reconnaître, faire la différence entre les deux, en tout cas online. Oui, et puis il y a des impacts en fait d'argent derrière. C'est Blade Runner là. Ouais. L'évolution, quand tu tires le trait en fait de l'utilisation du WorldCoin, c'est vraiment le revenu universel. C'est essayer d'aller dans cette direction, de fournir un revenu universel. Et il y a beaucoup de triches dans tout ce qui est revenu universel, tout ce qui est dès que tu as des avantages, des incentives qui sont donnés gratuitement. Il y a beaucoup de triches et donc du coup d'avoir une preuve d'humanité et d'identité. La fraude à la sécurité sociale en France, c'est une des principales causes de Et donc si on veut aller vers en fait ce revenu universel, il fallait une preuve en fait d'humanité. C'est un peu ce qu'ils disent. Est-ce que c'est un bullshit marketing? J'en sais rien. Mais pour pas donner des revenus universels à des bots ou à des hackers qui se feraient passer pour des humains, c'est ça. Et quand tu lis le white paper, en fait, c'est ça le principe, c'est que on a besoin d'une preuve d'identité individuelle, donc il y a le côté d'unicité, mais aussi d'humanité, qui est une primitive digitale qui nous manque actuellement pour aller plus loin en tant qu'humanité digitale, de société digitale. Et donc ils sont en train de créer ça, cette primitive. Moi, ce que j'ai lu aussi dans le white paper, c'est un truc très intéressant, c'est que ce qui fait écho à ce que Angie disait tout à l'heure. Si l'intelligence artificielle se met à se substituer à nous et donc à travailler à notre place, elle va devoir se poser la question effectivement de ce revenu universel, parce que effectivement on va supprimer énormément d'emplois et que si on ne crée pas un revenu pour les gens auxquels on a supprimé des emplois, on va avoir des guerres, des révolutions. Et le professeur serait là, il nous dirait que c'est pour demain. Et donc il faut compenser la valeur qui est créée aujourd'hui par l'intelligence artificielle pour la redonner aux humains et là j'ai trouvé ça assez intéressant de ce modèle-là, même si moi personnellement je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il faut un revenu universel pour plein d'autres choses, mais je ne pense pas que les gens vont se retrouver sans job. D'ailleurs on l'a vu par le passé, on est passé d'un monde agraire à un monde industriel. Dans le monde agraire, 70% de la population travaillait au champ, et quand le tracteur est arrivé, et que toute l'industrialisation est arrivée, aujourd'hui, il n'y a plus que 2-3% de la population mondiale qui travaille dans le monde agricole, et que les 68% autres, 62% autres, ils n'ont pas disparu, ils sont pas à Pôle emploi à chercher un boulot, ils ont trouvé d'autres boulots. Je pense qu'il va se passer exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Non, t'as pas d'accord. Je crois que la menace est plus grande. Je suis pas d'accord, ouais. Je pense que, encore une fois, c'est d'un point de vue d'évolution. Si tu parles de l'industrialisation, ça a mis beaucoup plus de temps que ce à quoi on est en train d'assister. Et surtout, les métiers du tertiaire qui sont les plus menacés, c'est un peu le dernier métier que tu peux faire, quoi. Après, tu sais, une fois que tu fais du 9h 17h dans un bureau, le next step, c'est tu restes chez toi, en fait. Enfin, déjà que le 9h 17h en général, il n'y a pas beaucoup de productivité. Donc une fois que tu vas automatiser tous les métiers qui consistent à être devant un ordinateur, il y a plus grand chose à faire. Alors après, oui, il va y avoir des métiers qui vont être je suis artiste, je suis machin. Moi, je pense qu'on arrive plus vite à des impacts sur le travail, plus vite que ce qu'on le croit avec l'IA. Et en effet, le point de vue de revenu universel, qui peut être un point qui était défendu par Sam Altman, donc qui a fait cette expérience à Auckland. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché, donc on verra s'il y arrive mieux à grande échelle ou autre. Et après, il y a tout ce qui est donc la signature de smart contracts, de contrats intelligents entre justement les humains et les machines, les humains et les IA.
Et je pense que c'est là où WorldCoin prend vraiment un sens très intéressant, quoi. Et à pas négliger. Tu vois, Sam Altman, il joue, comme on dit ici, 3D. Sur plusieurs tableaux. Ouais, 3D chess. En fait, il se dit, OK, Washington va me dire, mais t'es en train de créer du chômage partout. Ah, mais t'inquiète, j'ai la solution, c'est revenu universel. Les gens, ils vont pas pouvoir être payés. Hop, WorldCoin. Enfin, il a plein de trucs. Et d'ailleurs, il investit dans plein de boîtes. Il y a un impact écologique, environnemental sur l'intelligence artificielle. Oui, mais je travaille aussi sur la fission nucléaire, exactement, en fait, voilà. pour régler ce problème. Voilà. Ouais. Donc, il est un peu partout. Et c'est des sujets qui se tiennent. Hein. C'est des sujets qui se tiennent. Et moi, WorldCoin, ouais, c'est un projet que je trouve très intéressant d'un point de vue crypto. C'est un des rares qui a, voilà, comme je disais. Alors, il y a une crypto qui est associée effectivement à WorldCoin. Hein. Ouais. Je montre le cours de WorldCoin. Hein. Si vous avez acheté des WorldCoin ou si vous avez reçu des WorldCoin en scannant votre iris l'année dernière, vous avez fait 144% de plus-value, puisque le cours a augmenté de 144% en un an. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est juste un truc marketing? Ils l'utilisent notamment pour scanner des iris. On voit et on apprend que ils ont du mal, d'abord parce qu'il y a une réglementation qui ne le permet pas dans certains pays, mais donc du coup, ils ont envahi des pays en voie de développement et ils sont en train de scanner beaucoup de monde dans ces pays en voie de développement. Ils s'installent dans des supermarchés, dans la rue avec le orbe et ils promettent $20 aux gens, $10, 3 WorldCoin pour scanner leur iris. Et on voit des populations comme ça aux Philippines, en Afrique, en Inde, etc. Être en train de donner leurs données biométriques en échange de $20, quoi, en fait. Et effectivement, ils ont aujourd'hui presque 4,5 millions d'utilisateurs dans leur base. Alors moi, du coup, c'est vrai que si à titre personnel, j'ai aucun souci à offrir mes données biométriques à Amazon pour payer avec la paume de ma main en magasin, ou à offrir l'image de l'iris à Clear, qui est un système aux États-Unis de coup-fil des scanners de sécurité dans les aéroports américains. Je suis très sceptique sur l'utilité de cette technologie dans les marchés émergents. J'ai grandi en Afrique, j'ai vécu en Inde, j'ai pas mal bossé en effet sur les startups, les innovations dans les marchés émergents. Et ce truc-là, ça ressemble quand même beaucoup plus à un épisode de science-fiction satirique sur des illusions utopiques, déconnectées de la réalité de la Silicon Valley, quoi. Et c'est vrai qu'avant de capter l'iris de chacun, je trouve que il y a déjà un enjeu de réduire la fracture numérique, et même des acteurs comme Google et Meta, donc c'est un peu le seul plafond de croissance. Ils ont plus de 85% de taux de pénétration dans les pays développés occidentaux. Donc pour eux, leur seul moyen de gagner des nouveaux utilisateurs, c'était de créer des nouveaux internautes. Donc ils ont fait pas mal de projets de la connectivité, et Meta, typiquement, a fermé il y a quelques mois Connectivity, qui était son initiative justement pour financer plein de projets pour connecter plus de 300 millions de personnes. Donc même eux, voilà, entre guillemets, en Afrique, enfin en Asie du Sud aussi, un peu en Amérique latine. Donc voilà, même eux finalement ils sont retirés. Donc moi je crois assez peu à ce projet WorldCoin. Ça, c'est my two cents. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'identité, c'est quelque chose de régalien pour les États. C'est-à-dire que l'identité, normalement, ta carte d'identité, ton passeport, c'est ton État d'origine qui te produit en fait ces données-là. Moi, ce qui m'inquiète, ou pas hein, d'ailleurs, parce que peut-être que si on attend que les États fassent le pas, on le voit passer au passeport biométrique, tous les États n'y sont pas passés et ça a pris pas mal de temps. On peut peut-être attendre longtemps. Est-ce que c'est pas inquiétant qu'une société privée avec des intérêts commerciaux privés se mette à fabriquer des passeports, hein, parce que finalement c'est ça ce qu'ils font là, ils fabriquent du passeport online. C'est pas les seuls à le faire en fait. Il y a beaucoup de projets en fait crypto qui sont créés sur cette notion d'identité unique dans la blockchain. Ce qui est reproché à WorldCoin, c'est que leur base de données des iris est centralisée. Le principe d'avoir un protocole blockchain, c'est que tu as la décentralisation. Donc normalement, personne ne possède finalement toutes les données, elles sont réparties et il suffit qu'un node tombe pour que l'information reste disponible, c'est difficile à hacker, etc. Là, dans ce cas-là, c'est pas possible. Tout est centralisé en fait dans la fondation WorldCoin, qui est gérée par une entité qui est au Caïman. Donc là encore, c'est typiquement crypto. Mais ça, c'est pour des raisons légales. Oui, tu peux pas monter un coin aux États-Unis. Hein. T'es obligé d'aller au Caïman. Ouais. De toute façon, c'est une boîte allemande, hein, WorldCoin. Allemande et américaine. C'est une boîte de la Silicon Valley, je crois. Ouais, mais les deux. Silicon Valley et en Allemagne. Et du coup, en fait, c'est là qu'il y a une vraie centralisation.
Et il n'y a pas de gouvernance encore. Donc bon, il y a le pipeau habituel, on va monter une gouvernance, on va trouver une solution pour... C'est open source, tout. machin. Pour l'instant, c'est encore la fondation les qui possède tous les assets qui sont pas distribués et qui a tout le contrôle en fait sur le Worldcoin lui-même, sur le projet. Mais on en est tout au début. Je pense que ce qu'ils sont en train de se faire deviendra une réalité dans une forme différente dans quelques décennies. Bon allez, c'était super. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Je vous embrasse. Merci Arnaud d'être passé. Faudra que tu reviennes. Ouais, super. On a appris plein de choses. On a voyagé à Austin, Texas grâce à toi. Avec plaisir. C'est quoi ton prochain voyage? Je pense que ce sera en France. Ah bon, là, celui-là, tu viendras pas nous raconter. Retour vers le futur. On connaît déjà l'histoire. Retour vers le passé, plutôt. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Hasta luego, amigos.